Bonjour, je remercie franchement les organisateurs de m'avoir invité pour faire le point sur un sujet de recherche que à l'INRA j'ai initié il y a bien longtemps et qui est plus que jamais d'actualité. Donc je vais vous parler de tout un programme sur la stabilisation tartrique des vins, en particulier par membrane. Alors, je vais me présenter très rapidement. Donc, j'ai été longtemps chercheur à l'INRA de Pêche-Rouge, qui est une unité expérimentale avec un domaine viticole où on essaye de faire le lien entre la vigne, le raisin et le vin. Et il y a une vingtaine d'années, il y a eu toute une réflexion scientifique sur les bons sujets de recherche à prendre en compte pour l'avenir. Et ces sujets tournaient autour du moins d'intrants à la vigne ou à la cave. À ce moment, la mondialisation des vins commençait et un certain nombre de producteurs avaient des problèmes pour exporter leurs vins parce qu'il y avait des cristaux au fond des bouteilles. Donc l'INRA, au niveau de l'unité de Pêche-Rouge et son conseil scientifique, a décidé d'ouvrir un programme sur la stabilisation tartrique des vins. Alors, ce programme, on ne l'a pas fait seul, parce qu'on n'est pas des chercheurs de laboratoire isolés. C'était un programme finalisé, appliqué sur un problème pratique des vins de stabilisation tartrique. Donc, on l'a fait avec des industriels qui étaient compétents au niveau des membranes et en particulier de la technologie d'électrodialyse. Donc, on l'a fait avec l'équipe de Nodia et ensuite, donc, ça nous a donné le lien avec le groupe Vason et Juclas. Alors, le cahier des charges, quand on répond à un nouveau programme de recherche, évidemment, c'est d'être d'abord intransigeant sur la qualité. Le vin, c'est un produit qui n'a de sens que s'il est bon. Donc, il faut répondre à tout critère sur la qualité organoleptique, ne pas abîmer le vin en le traitant. Et puis, c'est la question qui était posée, il faut pouvoir donner des garanties que la réponse apportée est durable dans le temps. Et puis, il faut penser au consommateur, il faut penser à l'œnologue, à la personne qui est dans la cave et au consommateur. Et on était à l'époque dans un contexte où on parlait moins des additifs, moins de sécurité que maintenant. Au niveau de l'Europe, et actuellement je le vois parce que je suis expert à l'OIV, on discute beaucoup autour des additifs, des méthodes physiques. Alors, ce programme que l'on a mené autour des membranes a été donc acté par l'INRA. Je vais vous présenter les grandes lignes. Et puis maintenant, évidemment, il y a le grand débat autour des additifs et des auxiliaires technologiques sur le vin, puisque, comme vous savez, tous les produits fermentés, la bière, le vin et le cidre, pour le moment, sont exemptés d'étiquetage au niveau des additifs, sauf en situation d'allergène. Donc, mes missions OIV aussi, c'est de donner des contributions à la commission technologique au niveau des procédés qui permettent d'éviter des additifs. Alors, dans le monde de l'agroalimentaire, ça les consommateurs le savent peut-être pas très bien, mais ils le savent un peu quand même, puisque c'est écrit sur l'étiquette, quand vous achetez un paquet de gâteaux, il y a les E qui sont indiqués, il y a à peu près 300 additifs autorisés en agroalimentaire. Alors évidemment, on ne les utilise pas tous en même temps. Et pourquoi mettons des additifs? Pour colorer, conserver, antioxydants, anti-agglomérants, les émulsions, le goût. Donc je vous donne là une liste de tout ce qu'on peut faire en agroalimentaire. Le vin, moi j'ai tendance à dire, est un aliment puisqu'il se trouve sur la table. Il a une codification à part où l'OIV donc a son mot à dire, et on n'utilise qu'une vingtaine d'additifs dans le vin et un certain nombre d'auxiliaires technologiques. Un auxiliaire technologique, c'est ce qu'on rajoute, mais que le consommateur ne va pas consommer, puisqu'il s'en va, exemple, les collages. Donc, ça, c'est le contexte du sujet.
Et je vous donne sur cette photo à titre d'exemple, dans un verre ou sur une assiette, les deux derniers additifs autorisés dans le vin, les polyaspartates de potassium ou les gommes de cellulose, CMMC. Donc, on est sur des sujets évolutifs éminemment d'actualité. Alors, pourquoi le vin est à part dans l'agroalimentaire? Le vin est à part parce que dans le vin, il y a 2500 composés. Il y a des macromolécules, il y a des ions, il y a des minéraux, il y a de l'alcool. Évidemment, la matrice, il y a de l'eau, il y a le glycérol, il y a tous les polymères, ce qui fait que c'est une matrice très complexe et que connaître la conséquence d'un traitement, qu'il soit additif ou physique, dans le vin, ça demande plus d'études que pour un autre produit. L'option choisie, ce sont les membranes. Le champ des membranes s'est ouvert, alors d'abord sur le lait, ensuite sur le vin. Maintenant, c'est répandu pour filtrer les vins. Mais les membranes servent aussi à plein d'autres choses. Et je vais vous parler donc des électroprocédés qui concernent les ions et notre sujet de précipitation. Alors pourquoi ce sujet de cristallisation et de précipitation tartrique se pose dans le vin? Parce que le raisin est un des fruits les plus riches en potassium et en acide tartrique. Et du fait de la fermentation alcoolique, ce sel devient instable puisqu'il n'est pas soluble dans l'éthanol, ce qui fait qu'un mou qui a fermenté, un vin brut, est forcément très instable au niveau des sels de l'acide tartrique, potassique et calcique. Donc, ça amène des dépôts, et c'est pour ça que ce sujet est étudié depuis si longtemps, puisque si un vin présente des dépôts, le consommateur se demande ce que c'est, et parfois imagine même que c'est des morceaux de verre qui restent dans la bouteille. Donc, le commerce international a imposé des règles de garantie de stabilisation tartrique. L'originalité du projet que nous avons retenu dans les recherches INRA-Eunodia n'a pu se faire que parce qu'il existe des membranes qui s'appellent des membranes denses. Une membrane dense, c'est une membrane qui n'est pas traversée par le vin. Donc, les 2500 composés du vin ne vont pas traverser la membrane. Par contre, cette membrane dense, on la met dans un champ électrique entre une anode et une cathode, de manière à ce que les ions traversent la membrane et soient extraits. C'est la seule technologie comme ça. Les autres membranes ont des pores, ont des trous, et c'est le vin qui passe à travers les membranes. Là, ce n'est pas le cas. Ce qui fait que tout l'aspect qualitatif est beaucoup plus simple, puisqu'on n'a pas à s'intéresser à 1500 ou 2500 composés du vin. Alors, comment ça marche? C'est simple. C'est un empilement de membranes, un peu comme un filtre presse, avec une alternance de membranes qui sont anioniques et cationiques. Et donc, le vin passe dans ce qu'on appelle stack, entre deux membranes. De l'eau va collecter ce qui est extrait de la membrane de l'autre côté. Et le gros intérêt de ces membranes, c'est qu'elles sont compatibles avec un procédé continu. Et ça, pour un œnologue, travailler directement en ligne, en continu, d'un vin brut à un vin traité, c'est un gros avantage, puisque ça évite tout un tas de problèmes d'oxydation entre-temps ou de cuve tampon. Donc là, vous voyez un schéma d'une machine. Ça sent que ces outils, à l'INRA, on a travaillé sur des outils laboratoires, d'abord sur quelques litres, et ensuite sur un outil pilote sur la centaine de litres pour acquérir toutes les connaissances. Mais c'est un sujet, avant, les chercheurs allemands avaient beaucoup travaillé sur l'électrodialyse, l'équipe de Wüscher-Pfennig, mais elle avait buté sur une chose. Quelle est l'intensité du traitement à appliquer pour obtenir la stabilisation tartrique? Et à l'époque, dans les années 1990, il n'y avait pas de test. Donc, la grosse contribution que l'INRA a apportée avec Eunodia, c'est d'imaginer un test qui permet de quantifier précisément la quantité d'acide tartrique de potassium enlevé pour
obtenir l'équilibre de stabilité et ne pas surtraiter non plus. Cet appareil de laboratoire qui est couplé à l'outil industriel s'appelle le Stabilab. Il ne passe pas par une analyse chimique, il passe simplement par une mesure physique qui est une mesure de conductivité. Alors, le vin étant riche en potassium a une conductivité élevée. Ça se mesure en Siemens ou en micro-Siemens. Et toute la difficulté au départ du sujet, c'est que c'était que des vins riches en potassium pouvaient être stables ou des vins pauvres en potassium étaient instables. Donc, on ne pouvait pas se baser sur la simple mesure de la conductivité, il fallait un test. Ce test, c'est un test de mini-contact au laboratoire fait sur une centaine de millilitres où on refroidit le vin, on l'ensemence avec des cristaux de bitartrate de potassium qui initie une cristallisation, donc c'est la pente accélérée que vous voyez sur la courbe. Alors ça, c'est ce qu'on fait pour les traitements au froid. Et un traitement au froid dure quelques heures. Ce qu'on a imaginé à l'INRA, c'est de modéliser cette courbe pour un temps infini. Et on calcule la conductivité du vin qu'aurait ce vin si on le traitait au froid après ensemencement pendant un temps infini. Et cette valeur de conductivité, c'est celle que l'on fait appliquer par la machine d'électrodialyse. Donc à ce moment-là, en modélisant cette courbe pour un temps infini, on peut donner donc l'équipementier qui vend la machine peut donner une garantie de stabilité du vin. En quelque sorte, on atteint la conductivité d'un vin qui serait virtuel s'il restait tout le temps au froid. Donc cet écart de conductivité permet de calculer un coefficient qui est le degré d'instabilité tartrique du vin, et ça permet aussi de qualifier un vin. Est-ce qu'il est stable, moyennement stable? Si ce DIT est inférieur à 5%, on sait que le vin est stable. En moyenne, il est autour de 20%, et sur un vin jeune primeur, il est de 30%. Donc on sait que sur un vin très instable, quand c'est 25 ou 30%, il est très difficile de le stabiliser par exemple des additifs. Donc à ce moment-là, ça impose encore plus une méthode d'extraction par membrane. Donc le test, évidemment, on l'a adapté au produit selon qu'on a un vin fermenté, un vin effervescent, un vin liquoreux ou un jus de raisin. En fait, dans le test, on se met à la limite d'apparition des premiers cristaux de glace. Donc sur un vin, c'est moins 4 degrés. Sur un vin liquoreux, c'est moins 8. Et si on veut traiter un mou ou un jus de raisin, ça sera 0 degré. Donc, ce test permet d'analyser, de donner une consigne, puis une fois que la consigne est donnée, de vérifier aussi que le résultat acquis est bon par un second test. Dans le procédé, donc, je rappelle membrane dense, on n'extrait que des ions, ce qui fait que l'impact sur l'analyse du produit est faible. Et j'ai résumé sur cette dia les principaux critères. On va enlever du potassium, un peu d'acide tartrique. Ça veut dire en conséquence, on va diminuer le pH légèrement de 0,05 à 0,15, voire 0,2. Mais tout comme un traitement au froid baisse un peu le pH, puisque dans un traitement au froid, la précipitation en sel pompe en quelque sorte du potassium. L'originalité ou l'intérêt, c'est qu'on enlève aussi du calcium, puisque c'est un ion qui est très ionisé, qui est mobile, mais le test ne donne pas le pourcentage de calcium enlevé, il donne celui du potassium. Donc quand on enlève 20% de potassium, on enlève aussi du calcium. Donc en général, ce test permet d'assurer la stabilité calcique, sauf des cas particuliers où le vin serait peu riche en potassium et très riche en calcium. À ce moment-là, il faudra une analyse physico-chimique. Alors, ça, c'était la base du procédé qui a conduit à son développement. Et puis, il y a des conséquences autres que l'on a vues. Ce n'est pas l'objectif du procédé, mais ces conséquences sont fort intéressantes parce qu'elles permettent de diminuer la teneur en sulfite, en SO2 du vin. SO2 total, SO2 libre
et des sulfates. Parce qu'un vin qui a été sulfité X fois, au final, les sulfites sont sous forme ionisée SO4-, et le procédé permet de les enlever. Et puis, on a constaté aussi, au travers des agréments du procédé, de tas d'analyses faites sur de nombreux produits, que malheureusement, il y a encore parfois du fer ou du cuivre dans le vin. Vous savez que ce sont des catalyseurs d'oxydation très forts et que l'électrodialyse appliquée à la stabilisation tantrique permet d'éliminer 10 à 20% de cette teneur en fer. C'est pas beaucoup, mais ça va dans le bon sens. Le vin ne traverse pas les membranes. Le procédé se fait à pression très basse et à vitesse lente. Le vin circule sur les membranes de l'ordre de 5 cm par seconde. Je rappelle qu'en microfiltration tangentielle, la vitesse de circulation est de l'ordre du mètre par seconde. Donc, il n'y a pas de perturbation, de chamboulement de pression du vin, ce qui fait que la teneur en gaz carbonique ne bouge pas et qu'on dissout très peu d'oxygène. Donc, tout ça, c'est le bilan un peu qualité du vin. Et puis, c'est des sujets dont on ne parlait pas beaucoup avant, dont on parle beaucoup maintenant, c'est le bilan environnemental. Et c'est là-dessus que les perfectionnements de Naudia, de Vazon, Juclas ont été apportés. Les sels que l'on extrait, potassium, calcium, acide tartrique, vont traverser la membrane et se retrouver dans de l'eau que l'on acidifie un peu. Ceci amène à une consommation de 10 litres d'eau pour 100 litres de vin. La consommation électrique est très très faible, 0,2 kWh pour 100 litres de vin, donc c'est très bas, c'est quasiment l'énergie des pompes, puisque le rendement d'extraction par membrane, le rendement faradique est très bon, il est de l'ordre de 90%. On peut guère trouver mieux en procédé industriel. Les cycles de nettoyage, comme le vin ne traverse pas la membrane se colmate moins vite, ils sont de 12 heures, sauf qu'il faut, c'est des membranes avec des cellules fines, il faut une préfiltration avant de l'ordre de 5 microns. Le sel qui va s'accumuler dans l'eau, en fait, c'est de l'eau salée, où il y a très peu de choses qui passent, il n'y a pas d'arôme, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de polyphénol. Et cette teneur en sel, elle varie entre 8 et 16 grammes. On ne peut pas aller plus loin pour éviter des précipitations de sel dans ce compartiment pour pas colmater les membranes de l'autre côté. Et la consommation d'acide est très faible aussi, 0,03 litres pour 100 litres de vin. Alors, malgré tout, dans certaines régions, et notamment en France, ça s'est passé dans la région champenoise, il fallait le moins possible de rejet. Et ce rejet a pu être divisé par 2, c'est-à-dire ramener l'eau salée à 5 litres pour 100 litres de vin, en couplant ça par l'osmose inverse. L'osmose inverse, c'est un procédé, par exemple, qui permet de dessaler de l'eau de mer. Ce sont des membranes très serrées qui permettent de concentrer les sels. Donc, on va retirer de l'eau de l'effluent d'électrodialyse pour la recycler dans le même effluent, ce qui permet de faire un couplage et de diviser par 2 la consommation d'eau quand c'est une contrainte environnementale locale. Et puis, petit clin d'œil, quand on avait démarré nos recherches aussi, au même moment que l'électrodialyse, la microfiltration tangentielle s'est mise en place. Et là, il s'agissait de remplacer les kieselgures, les terres d'infusoire, qui sont des ingrédients qui sont fortement polluants et qui consomment du vin. Donc, l'idée a été de coupler la filtration tangentielle et l'électrodialyse. Certains équipementiers, ou plutôt négociants, sont équipés de ce système qui gère en ligne, en une étape, à la fois la stabilité microbiologique et physico-chimique du vin. Alors, tout ça, ça a été présenté à l'Organisation internationale du vin, en France aux instances d'appellation. L'INAO en France a fortement appuyé ce procédé parce qu'il est qualitatif, parce qu'il peut se faire à petite échelle sur des petits appareils en unité mobile à la propriété.
l'INAO ne voulait pas créer de rente de situation que pour les plus gros. Donc ce procédé s'est développé. Il a été agréé d'abord pour les vins, ensuite pour les vins de pays et très rapidement pour toutes les appellations. Et puis, on vit dans une période d'évolution climatique et nous, en termes de recherche, on a fait évoluer le procédé et on s'est dit, c'est peut-être dommage d'enlever à la fois le potassium et à la fois l'acide tartrique pour les vins qui manquent d'acidité. Comme c'est des membranes et c'est un empilement, Eunodia possédait des membranes qu'on appelle membranes bipolaires, qui sont à la fois chargées plus et moins, ce qui fait que cette membrane bipolaire, selon qu'on la met dans un empilement de membranes cationiques ou de membranes anioniques, on peut enlever spécifiquement, extraire que l'anion ou le cation. Et ça, c'est très intéressant pour gérer le pH. Donc, c'est toute une action de recherche qui a pris 10 ans, qui a été présentée à l'OIV et qui a été maintenant acceptée, c'est autorisé dans les pratiques œnologiques. Donc, je vais vous parler un peu de gestion de l'acidité, vous voyez, OIV 2010. Et quand l'OIV recommande une pratique, l'Europe, derrière, accompagne cela. Donc, c'est autorisé en Europe et dans les pays viticoles. Alors, je vais vous montrer ce diagramme parce que il est marquant. Depuis 1980, à l'unité expérimentale de pêche rouge où je travaille, moi, vous voyez, j'ai été recruté en 1983, on mesure toutes les conditions météo et on fait la moyenne de tous les vins de ce bassin, de ce grand bassin de production du sud de la France. Et maintenant, là, je vous mets les chiffres jusqu'à 2020 et vous pouvez constater que l'acidité des vins baisse, le degré d'alcool monte, maintenant on est à plus de 15 degrés d'alcool moyen, et que le pH des vins augmente. Il n'est pas rare de trouver dans le midi de la France des vins de Syrah en particulier qui sont à pH 4. Et à pH 4, on est en limite de l'œnologie que l'on apprenait à l'école, puisque les équilibres du vin sont différents et que le SO2 est très peu actif à pH 4. Donc, on s'est dit que ce procédé, il serait intéressant de l'appliquer avec des membranes bipolaires et cationiques pour gérer l'acidité du vin. C'est-à-dire, dans ce schéma, on ne va extraire que le potassium. Avec un avantage, c'est qu'on a un traitement en ligne continu. Donc, l'œnologue, comme le traitement est continu, il peut goûter son vin et percevoir la conséquence du pH sur l'équilibre sensoriel du vin. Et ça, pour un œnologue, c'est fantastique. Sur un vin blanc, un vin rouge, il va pouvoir... Voilà. Donc, on a fait ça. Ce procédé, maintenant, est tout à fait fonctionnel. Traitement en ligne automatisable, c'est en quelque sorte une pompe à potassium. Et on a vu qu'en plus, ça pouvait réduire l'amertume de certains vins en diminuant le pH des vins qui ont un pH trop haut. Alors, évidemment, quand on a présenté ça à l'Organisation internationale du vin, il y avait d'autres recherches en cours dans d'autres pays, les traitements par résine. Donc, l'OIV a décidé d'autoriser ces deux méthodes, membrane et résine, pour stabiliser les vins et ne retenir que le potassium, donc par résine cationique. Sauf qu'une résine, ça travaille très différemment d'une membrane. Une résine travaille en tout ou rien. Elle va fixer dans ses pores, dans ses billes, le potassium qu'il va falloir régénérer. Tandis qu'une membrane, il n'y a pas besoin de la régénérer, il n'y a besoin que de la nettoyer. Donc ça a des conséquences environnementales. Et puis quand on passe sur une résine qui travaille en tout ou rien, on sort une fraction à pH 2, on retient des polyphénols, et les recommandations IV, c'est de faire ça en continu, donc ce qui sort de la résine, le recycler sur le vin qui arrive, donc c'est un peu compliqué. Sauf qu'une résine, un bidon de résine, c'est beaucoup moins cher qu'un empilement d'électrodialyse. Donc, ça se développe pour certains types de vins. On a fait une présentation à l'OIV sur le bilan environnemental. Sur les intrants acides et soudes, on a un facteur supérieur à 10
de consommation de la résine, 10 fois plus que par membrane et avec une forte consommation d'eau. Sur résine, pour éviter ces consommations d'acide ou d'eau, il faudrait n'utiliser la résine qu'une fois et en gros, il faut 3 grammes de résine par litre de vin. Mais une résine qu'on jette, c'est aussi une source de pollution. Et puis, on s'est dit, pourquoi ne pas travailler la désacidification? Je présentais ces procédés dans un colloque au Québec, à Montréal, et évidemment, là-bas, les conditions climatiques sont différentes, et les producteurs nous ont dit, il faudrait faire l'inverse de ce que vous nous présentez, et désacidifier le vin, pouvoir remonter le pH. Et bon, c'était pas très compliqué. Eunodia a suivi le challenge et maintenant, il y a des options de désacidification. C'est intéressant parce qu'il y a encore, même en Europe, en France, en Italie, des vins rouges qui ont des pH bas, qui donnent de la dureté au vin. Et là aussi, le traitement est en continu. C'est une option qui, sur la même machine, en changeant les membranes, n'est sans doute pas à négliger. Alors, maintenant que tous ces problèmes, que les problèmes environnementaux sont réglés, que le traitement est qualitatif, il y a un grand débat en France, mais je pense aussi en Italie, sur qu'est-ce qu'en pense le consommateur. Et ceci concerne le bio ou la biodynamie, puisque ces vins-là représentent une part croissante du marché, 15 à 20%. Et là, on a découvert qu'il y a 2 approches du bio. Il y a une approche que je dirais pays du Nouveau Monde, où on pense aux consommateurs. Donc, un procédé qui évite de mettre des additifs, des produits, des intrants dans le vin a un préjugé très favorable. En Europe, un procédé qui fait appel à une machine, ça pose un problème d'éthique aux promoteurs un peu intégristes du bio. Donc, il y a ce débat. Aux États-Unis, ce procédé a été autorisé en bio, ce qui fait que, moi, j'irais une recherche issue d'une recherche publique française, de voir qu'elles peuvent se développer en bio aux États-Unis et pas en Europe. Je trouve ça un peu dur à accepter, mais c'est comme ça. Et en France, les gens du terrain, les œnologues du terrain qui connaissent la technologie, ils veulent l'utiliser pour le bio, mais les décideurs qui raisonnent d'une manière un peu plus dogmatique pour se différencier des vins conventionnels, pour le moment sont opposés. Et voilà, il y a des lettres pétitions qui circulent en France pour demander ce procédé qui, pour l'instant, n'est pas autorisé en Europe en vin bio ou en vin biodynamie. Donc c'est un paradoxe qu'on a découvert au fil des recherches. Alors sur tous ces sujets additifs, pas additifs, c'est un grand débat actuellement et l'Europe va bientôt imposer l'étiquetage sur les bouteilles. Je vous ai mis un peu l'état des lieux actuellement. Vin traditionnel, 21 additifs autorisés, vin bio 9, vin biodynamie 2 et les vins nature un seul. Et j'ai mis dedans les fourchettes de teneur en SO2 maximum, minimum pour le vin, donc 150 sur vin rouge, 200 mg par litre pour vin blanc, et sur un vin bio, c'est 100, 150. Donc ça permet, voilà. Donc on est dans ce contexte-là avec une possibilité d'ajustement à la baisse éventuellement par l'électrodialyse. Alors la réflexion globale. Moi, je suis chercheur du public, c'est que quand on aborde des sujets comme ça, au départ, on est sur son sujet technique, et puis très vite, le sujet déborde sur des considérations d'environnement, de société, de consommateurs qui cherchent à être informés, et que tout ce programme-là est un bon exemple d'échange aussi de la science avec la société, des débats, on le voit bien avec tout le volet viticulture, biologie. Alors, mais c'est pas spécial à l'électrodialyse ou aux membranes. On a le même débat sur la vigne, où en France, l'INRA travaille sur les vignes résistantes aux maladies cryptogamiques, donc où on n'a plus besoin de mettre de soufre, de cuivre. En Italie, il y a des grands
des grands pépiniéristes, VCR pour ne citer que lui, qui propose aussi des nouvelles approches avec des nouvelles vies. Et là aussi, il y a débat. Les AOP, on se démarque de la tradition. Est-ce que ces nouveaux procédés vont être acceptés? C'est des débats. Il y a toujours des débats avant qu'un procédé soit accepté, dès lors qu'on propose des ruptures. Donc, c'est ce que j'appelle les frontières du vin. Ça se passe à la vigne ou à la cave. Donc, j'ai eu le plaisir, avec Alain Cournot, qui est prof de viticulture à Montpellier, d'écrire un livre qui s'appelle De l'onologie à la viticulture, qui fait le tour global de tous ces sujets sur la vigne et à la cave en donnant des connaissances de base. Un livre de caractère encyclopédique. Malheureusement, il n'existe qu'en français et il sortira en version chinoise à la fin de l'année. Malheureusement, pas encore en français, en anglais, en italien ou en espagnol. Voilà, je suis évidemment très à l'écoute de toutes vos questions. Merci.